L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait de patinage avec une star de la glace, si on parlait des mondiaux de ski qui auront lieu en France, et si on parlait de magie avec un champion de France, W Copa. Et pour parler de ces sujets, je reçois le champion de France W Copa, Kevin Micou, double champion même, bonjour. Exactement, bonjour tout le monde. Bienvenue, un habitué du plateau de Télé Grenoble. En face de vous, Martine Colli, vice-présidente du comité régional des sports de neige, vice-présidente également du département de l'Isère chargé des sports. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et puis un peu votre patron, votre président en tout cas, à côté de vous, donc il va falloir bien se tenir. Michel Vion, bonjour. Bonjour. Donc, président de la Fédération française de ski. On a un quatrième invité sur ce plateau. Lui aussi, c'est un champion, Philippe Candeloro. Bonjour. Vous avez bu ou quoi? Un petit peu. J'avais la pression en préparant cette émission, donc je me suis lâché. Candeloro, tout Sans ça. H, sans rien. Sans rien. Bon, On va rajouter plus tard. Double champion, double médaillé olympique de patinage artistique. Ça commence à dater un petit peu, 94. C'est gentil de me le rappeler. 98, Nagano, on vieillit pas encore tous. trop de cheveux blancs, ça va pas tarder, mais effectivement, voilà, c'est. Après, avec le recul, il y a des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que moi pour être médaillé olympique et champion olympique. Et c'est aujourd'hui que je m'aperçois que c'est d'en faire deux coup sur coup. Ça marque les esprits. C'était un exploit, en fait. À l'époque, moi, je prenais ça comme la récompense du travail bien fait. Mais là, aujourd'hui, je me dis, merde, finalement, on n'est pas prêt d'en revoir, quoi. Deux médaillés olympiques sur deux Olympiades consécutives, ça va être compliqué à faire dans l'avenir. D'ailleurs, il n'y a aucun patineur français en individuel qui a réussi à avoir de médailles depuis... Pour l'instant, non. Bon, je pense notamment à Brian Joubert qui avait... il a failli. Il avait plus de potentiel pour devenir lui-même champion olympique. Et à chaque fois, il est passé à côté, malheureusement. Mais c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est une compétition à part. Et là où j'ai été le plus fort, je pense, c'est sur le mental. Après, il y avait quand même tout l'aspect technique que je faisais quand même derrière. Parce que les gens disaient, ouais, mais c'est seulement grâce à l'artistique, au côté un petit peu... de sa fougue à la française, mais quelque part, je faisais déjà les triples axel, le triple piqué dans le programme. Je maîtrisais pas encore assez bien le quadruple pour pouvoir me le permettre de le mettre dans le programme au risque de faire une chute. Donc voilà, après, c'était une époque, c'était de très bons souvenirs pour moi. Et d'ailleurs, si j'ai repris le book aujourd'hui, c'est que demain, je décolle pour Nagano, parce qu'ils célèbrent les 20 ans de Nagano, en ayant invité Elvis Stoico, qui était médaillé d'argent à cette époque. Ils avaient voulu réunir aussi avec Ilya Kulik, qui était le champion olympique, qui est un petit peu défaillant en ce moment. Il ne sera pas là, malheureusement. Mais en tout cas, je trouve que c'est génial de pouvoir refaire D'Artagnan 20 ans plus tard. Alors, malheureusement, pas avec tous les triples sauts, parce que techniquement et physiquement, il y a quand même une légère défaillance, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Mais voilà, je continue à m'éclater à travers les galas et j'ai la chance d'être encore invité, surtout. Bon, le book, en tout cas, ça vous va très bien, Philippe D'Artagnan. Je crois que Martine, vous l'avez vu patiner en 98 dans ce costume de D'Artagnan. Absolument, j'étais juge des bosses et du saut en ski freestyle et j'avais eu la chance de pouvoir aller voir patiner Monsieur Candeloro et c'était super. 20 ans après vos exploits sportifs, vous êtes toujours aussi populaire qu'à l'époque. C'est lié à quoi, selon vous? Il y a les titres, mais il y a peut-être aussi le côté showman. Vous parlez en France, au Japon. Au Japon, j'ai toujours mes 10 000 fans qui peuvent me suivre parce que quand ils savent que je débarque au Japon, elles sont là. Elles ont envie de me voir, elles ont envie de se rappeler. Ce qui est marrant de voir, c'est qu'en fait, je fais pleurer des jeunes femmes de 23, 24 ans qui, à l'époque, avaient 3 ans, en fait. Ça veut dire que le costume de D'Artagnan les a marqués. Et quand elles revoient ce programme, elles pensent forcément à quand elles regardaient à la télévision avec leur mère, leur père. Et donc, il y a un côté nostalgique dans le regard de ces Japonais. En France, c'est un peu différent. C'est que ça avait démarré avec Lillehammer, 4 ans plus tôt. Le côté populaire avec le parrain, la télévision, où j'étais un peu la grande gueule de la télé, où je me marrais, puis les gens se marraient avec moi. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, malheureusement. Mais en fait, c'est ça. En France, la popularité est toujours là, très importante, parce que dans la rue, je le vois, c'est 7 personnes sur 10 qui me font un petit signe, une photo, un machin. Donc moi, j'aime cette notoriété. Je la vis pleinement parce que je l'aime et je tiens à la conserver. Donc
je suis le plus naturel possible, que ce soit en télévision ou dans la rue. C'est le même. J'essaye de rester le même. J'ai dit, quand vous m'avez en vrai, c'est le même, mais en pire. Je confirme. Ce qui n'est pas toujours le cas de certains invités qui, une fois sur un plateau télé, changent un petit peu leur personnalité. Vous parliez de Lillehammer en 1994. J'ai retrouvé quelques images de cette compétition. Alors, ce n'est pas la compétition officielle. Je crois que c'est le gala. C'est le gala, mais bon, on sentait déjà à 22 ans qu'il y avait un potentiel de showman en Philippe Candeloro. On va boxer les journalistes, par exemple. Bah oui, parce que forcément, on sait qu'il y a des millions de personnes, des téléspectateurs qui regardent ce programme à cette époque. L'année d'avant, j'avais été invité par l'Américain Tom Collins à faire la tournée américaine qui faisait une 60aine de villes aux États-Unis. J'étais comme un gamin, moi. Quand je débarque avec le drapeau américain sur le dos aux États-Unis, tout le monde est debout. 20 000 personnes qui vous acclament pour un petit Français à l'époque. Je m'éclatais, quoi. C'était c'était un peu Starsky Hutch. Et puis là quand je descends là et que je vais boxer, en fait, je boxe Scott Hamilton, qui est un ancien champion olympique et qui commente pour CBS. Et ben, du coup, ça fait le buzz, forcément. Donc, et moi, je m'éclate à faire ces numéros-là parce que personne ne le fait à l'époque. J'enlevais le t-shirt, j'enlevais le maillot. J'osais, en fait, faire des choses que personne d'autre faisait jusque-là. Donc, c'est ce qui m'a valu un petit peu cette marque de showman, quoi. Ah oui, là, il n'y a pas de problème de costume comme avec Gabriela Papadakis au dernier JO. Là, c'était voulu, surtout. Comme je dis, j'ai eu l'occasion d'animer la tournée équipe de France cette année avec Guillaume et Gabriela. Et puis, je disais... en la regardant partir avec cette belle robe, j'ai dit de toute façon, cette robe, qu'on la voit de devant, de derrière, tenue ou déshabillée, elle est magnifique, cette tenue. Bon, voilà pour les petits clins d'œil c'est sympa. De l'époque. Ça s'est perdu un peu, le sport aujourd'hui, le patinage, mais même le sport en général. Il y a moins d'excentricité qu'à une certaine époque. Il y a le règlement, déjà, dans notre sport, il y a le règlement qui empêche un petit peu tous ces moments de folie, d'extravagance qu'on pouvait faire. Parce que même en compétition, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu trop strict et les gamins s'expriment plus. Ils n'ont plus le temps de faire de l'artistique, en fait, parce qu'ils vont à la chasse aux points. Il n'y a qu'avec la technique qu'on peut gagner des points. Alors après, vous êtes bien... Au niveau artistique, c'est un petit peu ambigu, trop compliqué à vous expliquer là en quelques secondes. Mais et c'est vrai qu'en fait, on a d'excellents champions. Mais on a très peu de stars parce qu'on est un petit peu linéaire dans tout ce que les gens font aujourd'hui. Ah oui, des quadruples, ça, on en a 5 par programme, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 4-5 ans. Mais il manque la petite touche. Mais il manque la petite touche d'excentricité ou je sais pas, moi je pense que si je faisais de la compétition encore aujourd'hui avec en ma possession des quadruples, je pense que dans le costume ou dans la déconnade, que ce soit avec l'entraîneur, avec le juge, je pense que j'aurais tenté quelque chose parce que c'est trop terne aujourd'hui. Pour le téléspectateur... Il faut sortir du lot. Ben oui, alors quand on a des Français qui réussissent, nous on est un peu chauvin, on aime bien les voir gagner, donc on les supporte. Mais même aujourd'hui, Gabriela et Guillaume, par exemple, Papadakis Cizeron, ils ne sont pas encore assez connus du grand public, donc peut-être moins soutenus quand ils vont être en prochain championnat. Alors après, si on les voit gagner, on est très content pour eux. Mais justement, il faut faire un peu d'apparition télé, il faut de temps en temps oser sortir une petite connerie en télé, parce qu'aujourd'hui, là, c'est pareil. Comme tout le monde fait du politiquement correct et ils ont tous peur de se faire dégommer pour un mot qui a été sorti dans une phrase, sorti de son contexte, et puis éclaté dans tous les sens, et à la fin, vous passez pour un meurtrier, à la fin de la journée. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Même pour moi, qui veux garder cette façon de m'exprimer, parce que c'est ce que le public aime, et c'est comme ça qu'ils m'ont découvert. Je ne vais pas changer mon ADN. Comme je dis, mais c'est vrai que c'est un métier dangereux aujourd'hui de s'exprimer en télé. Alors, vous avez arrêté la compétition depuis un certain nombre d'années, mais vous n'avez jamais raccroché les patins. J'ai quelques images. Votre dernière venue à Grenoble, c'était il y a quelques mois sur la foire d'Alpexpo avec votre compère Nelson Montfort. Et on peut voir sur ces images que vous avez toujours la forme. Hein. Ouais, et puis c'était sympa, c'était le lancement officiel en fait des festivités pour les JO de Grenoble, donc c'était un moment important. Même moi, si j'ai pas participé à Grenoble, j'étais pas encore né. Nelson, oui, déjà depuis 3 générations, il était là lui. Et puis on a fait une petite impro au lieu de faire un de mes programmes. En fait, j'ai dit à Nelson, vas-y, on prend une musique My Way, tu la chantes et puis moi je patine dessus et puis voilà, on a amusé la galerie. Regardez, il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis le backflip, vous passez toujours le backflip. C'est une marque, une des marques en fait de reconnaissance du père Candel, comme je dis, et tant que j'arrive à la faire, en fait, ça justifie ma présence encore sur glace. Autant les triples sauts aujourd'hui, c'est compliqué à froid de les lancer. J'en réalise encore quelques-uns à l'entraînement. Plus le triple axel, ça à mon avis, ça c'est mort, je n'y arriverai plus. Par contre, les petits sauts de Candel, la pirouette,
et le saut périlleux. Ça, ce sont trois figures qui me caractérisent bien dans le monde du patinage. Et tant que je suis encore capable de les faire, je me dis, bon, bah, allez, je suis invité encore à droite, à gauche pour aller faire des spectacles. J'en profite un maximum. J'irai jusqu'à mes 50 ans, comme j'ai dit. Je vais essayer de faire un gros truc pour mes 50 ans, puis après, on arrêtera parce que le corps, il commence un peu à tirer le signal d'alarme. On a encore quelques années donc, pour profiter de vous. Ça vient vite, hein, c'est dans oui, 3 ans. Mais je sais, on a pratiquement le même âge. Mais bon, si vous n'aviez pas fait de patinage, Philippe, il y a un autre sport vers lequel... Tapinage. Tapinage. Non, ça c'est pour la déconne. J'ai commencé par la natation en fait, avant le patinage. Mais ça me plaisait pas trop en fait, ça gueulait trop. Les maîtres nageurs, ils sont toujours en train de crier, ça fait peur. Ça résonne dans sinon, j'aurais fait de l'athlé. Je pense que l'athlé, du genre du triple saut, c'était... L'athlé, j'aimais bien parce qu'en fait, il y a un terrain de jeu tellement vaste et avec beaucoup de disciplines différentes qui se passent dans une arène. Je pense que j'étais fait pour un sport d'arène. Donc, ça a été le patinage pour l'hiver. Peut-être que je pourrais faire du lancer de marteau quand j'aurais pris peut-être une centaine de kilos et puis un peu plus de muscles. Comme Kevin. Comme Kevin. Et je me suis décidé que vous étiez pas maladroit avec une boule dans les mains. Une boule de bowling. Une boule de bowling, exactement. Ouais, l'autre jour, on a fait l'émission là pour le grand retour de Vincent Lagaffe. On vous voit là d'ailleurs. J'étais très, très content pour Vincent de revenir. Et puis ça fait un très bon score, apparemment 1,3 million là, sur C8. Et j'ai fait un strike pendant cette émission. Alors le principe du jeu est compliqué à expliquer comme ça. Mais... Voilà, sans préparation, Philippe Candeloro. En plus, quand on est en équipe, quand il y en a un qui foire le coup d'avant, vous n'avez une seule boule à tirer. Ce qui n'est pas dans une partie de bowling, vous allez quand même à 2 boules. Donc là, moi, j'avais un petit peu de pression, mais on s'est bien amusé à cette émission. Et j'espère qu'elle va fonctionner pour qu'on puisse revoir la gaffe plus souvent. Allez, pour être honnête, Philippe Candeloro jouait dans ce programme télé avec Nelson Montfort. Alors, lui a fait des strikes, à votre avis. Est-ce que Nelson Montfort s'est bien débrouillé au bowling, Michel? On le voit là. Je vous donne déjà un petit indice. un peu moins souple. Il avait 2 boules. La première, elle est partie à droite. J'ai dit, on a bien rigolé. Enfin, lui, pour son cas, il a doublement rigolé. Il a fait que des rigoles. Et voilà, la deuxième, elle est à gauche. Puis il n'y a pas photo. Hein. Ouais, non, mais bon, c'est pas évident. Hein. Vous avez, il y a de l'ambiance, il y a du public. C'est pas facile. Mais, en plus, il s'est blessé, il s'est fait mal. Oui, ça, c'est Nelson aussi. Il s'est cassé un ongle. Bon, voilà pour le petit clin d'œil. C'est vrai qu'on vous voit régulièrement à la télé ou dans différentes émissions. Je voulais vous faire réagir sur une nouvelle discipline du patinage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester. Elle a fait son apparition en France, notamment cet hiver à Marseille, le Ice Crash. Ça vous branche? Ça vous aurait branché à l'époque? C'était d'ailleurs la 2e édition à Marseille. Hein, oui, c'est vrai. Ça avait démarré l'an dernier. Et moi, d'ailleurs, je suis allé en Russie faire une descente de ce Ice Crash. En fait, on croit que c'est facile comme ça, mais même pour un patineur qui maîtrise. Non, mais moi, je maîtrise les patins. Oui, pour vous. J'ai essayé de la faire avec les patins artistiques, impossible parce que de temps en temps, vous avez des curves, donc si les pointes se plantent dedans, c'est mort. Donc du coup, avec les patins d'hockey qui sont beaucoup plus incurvés et vous passez un peu plus d'avant en arrière. Et j'étais tout seul. Moi, j'avais pas les 3 autres bus qui essayent de vous foutre en l'air pour arriver les premiers. J'ai fait un chronomètre. Juste pour me rendre compte, je peux vous dire que j'ai pas mal flippé. J'essaierai de retrouver les images. Ça avait été un sujet avec France 2 qu'on avait fait pour Stade 2. C'était très sympa. Bon, voilà, très violent, très dur, mais pour nous, patineurs, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on se laisse descendre comme pour le ski. C'est un petit peu... c'est un sport à propulsion. C'est que si vous bougez pas vos fesses à pousser, vous avancez pas. Là, pour le coup, même si on n'a pas tellement envie de pousser, une fois qu'on est lancé dans la vitesse, on est obligé d'y aller. Bon, le ski alpin, là aussi, on se laisse glisser. Ouais, j'étais un des seuls athlètes de l'équipe de France où, avec mon entraîneur, quand j'avais bien fait ma saison, il me laissait partir faire du ski alors que c'était interdit, c'était dangereux, machin. Mais moi, j'ai dit, attendez, vous n'allez pas me saouler, je fais déjà beaucoup de sacrifices pour mon sport. Laissez aller moi me détendre, je maîtrise l'équilibre, le machin, on n'est pas à l'abri d'un accident. C'était pareil pour la moto. Moi, je me suis fait sucrer à Albertville à cause d'un accident de moto. Mais pour le ski, en tous les cas, j'ai fait beaucoup de monoski pendant plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, sur ma technique de ski alpin, c'est pas terrible parce que je skie beaucoup sur l'arrière et j'ai beaucoup de progrès à faire et il faut que j'aille prendre beaucoup de cours avec les moniteurs qui sont dédiés à ça d'ailleurs. Bon. Vous avez en face de vous 2 skieurs redoutables, Michel Vian qui a été champion du monde en 1982, Martine Colli, spécialisée plutôt dans le ski freestyle, vous faisiez des bosses vous Martine hein. Voilà, du ski alpin et des bosses ensuite. Bon, puis qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques en tant que juge voilà. De freestyle.
Tous les deux, vous faites partie des instances dirigeantes du ski français. Michel est le président depuis plusieurs années. Martine, vous êtes impliquée dans le comité régional du Dauphiné, notamment, je crois, sur le freestyle et le snowboard. Hein. Et on l'a appris il y a quelques jours, la France va accueillir les championnats du monde de ski alpin en 2023. C'est une épreuve qu'on n'accueille pas très souvent dans notre pays, Michel Vion. Oui, on va dire un événement formidable parce que c'est effectivement un événement qu'on accueille tous les 15 ans, tous les 20 ans. La dernière édition, c'était à Val d'Isère en 2009. Donc voilà, 14 ans après, la France aura la chance, avec Courchevel et Méribel, d'organiser ces mondiaux de ski alpin. Événement formidable parce qu'effectivement, c'est pour ce qui est du ski, c'est le plus grand événement après les Jeux Olympiques d'hiver. Alors ça se déroulera effectivement sur ces 2 stations savoyardes, bien connues aussi du public grenoblois, notamment à Courchevel où il y a une piste de descente qui se prépare, qui devrait valoir le détour. Hein. Voilà, le concept c'est d'avoir les 2 stations réunies. Courchevel tout seul n'avait pas ce qu'il fallait pour organiser tout seul, ni Méribel. Donc le fait de cette alliance a été, c'était la meilleure chose qu'on ait pu imaginer. Et cette piste qui effectivement va être construite, on la voit sur les images, qui va être rénovée, agrandie, sécurisée, aménagée. Elle existe déjà, hein, mais ce sera pas mal de travail pour la mettre aux normes de la Fédération internationale. Donc une piste qu'on peut vite comparer après aux plus grandes pistes du monde, genre Kitzbühel ou Wengen, enfin les grandes pistes redoutables du circuit. Donc voilà, beaucoup de travail en perspective sur la piste, mais encore une fois, tout le reste, toutes les infrastructures sont déjà existantes et c'était l'une des forces du dossier. Oui, c'est 2 stations qui ont accueilli aussi les Jeux Olympiques en 92. Hein. Méribel envoie la piste. Il y avait les compétitions de ski alpin pour les femmes. Les Jeux, et elles font en plus des Coupes du Monde chaque année depuis des années. Méribel va organiser les finales de Coupe du Monde en 2015. Courchevel, chaque année, a des épreuves de Coupe du Monde féminine. Donc tout ça, il y a une vraie expérience, on va en terrain... Connu. Bon, ça se passe en Savoie, mais ça va impliquer, on va dire, les Alpes au sens large. Même plus que ça, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est le vrai catalyseur de tout un système sportif, c'est évident. On va s'en servir, nous, fédération, avec nos sportifs. Mais sur le plan économique, sur le plan médiatique, je suis persuadé que ça va dépasser largement le département, largement la région. En tout cas, pour le monde de la montagne, le monde du ski, c'est pour moi un événement essentiel. Et si on est intelligent, et si on s'y prend bien, on va pouvoir... mettre tout le monde dans le même bateau pour réussir vraiment un événement exceptionnel. Martine, vous avez la casquette à la fois d'élu au sein du département, de membres des instances dirigeantes du comité régional. C'est un événement important, même pour nous en Isère. Absolument, c'est une vraie plus-value d'avoir une organisation dans son pays. En tous les cas, les athlètes aussi, ça leur donne un objectif formidable. Et on l'avait vu déjà à Val d'Isère, hein, avec l'engouement qu'il y avait eu de spectateurs. Je pense qu'on va largement dépasser tout ça. Et puis ce qu'on a vécu avec les commémorations des Jeux, je crois, nous encourage aussi et nous dit qu'effectivement, il y aura du public, il y aura des champions, parce qu'on y travaille en tous les cas la fédération et le comité. C'est une mobilisation en fait, de toute façon, du public là aux alentours déjà. Oui. Mais est-ce que vous visez aussi de faire descendre des Parisiens pour venir voir cette coupe, ce championnat du monde, pardon. Tout sera mis en œuvre pour effectivement sortir du cadre régional. Encore une fois, en faire un vrai spectacle qui dépasse le cadre du ski. Un vrai spectacle qui sera à la hauteur, c'est certain, parce qu'on a vraiment une vraie expérience. Les stations ont une vraie expérience. Nous, fédération, on en a aussi maintenant une certaine. Et pour le coup, je suis persuadé qu'on fera un vrai bel événement qui va dépasser le cadre du ski. Moi qui suis un sportif d'hiver parisien, j'essaierai d'être un bon ambassadeur puisque c'est officiel. On va faire mieux, on va inviter comme ouvreur la descente. En tenue de Lillehammer, tu vois. Au moins je pourrais en faire parler justement sur tout le bassin parisien et jusqu'au nord avec les gens. Même jusqu'au Japon. Parce qu'il y en a beaucoup. Si Philippe Candero descend torse nu l'ouverture des championnats du monde de ski, je suis sûr que les Japonaises... je sais pas, je l'enlève plus le t-shirt maintenant. Il y a plus... Ce qui est certain, c'est qu'avec comme il parle bien et beaucoup, en haut de la piste des chemins du monde, la descente, peut-être il fera moins le malin, et peut-être il parlera un peu moins. Mais elle arrive où la fin de la piste là, parce qu'on a vu un peu le parcours. La piste arrive dans le stade olympique des tremplins de Courchevel. Donc les tremplins olympiques qui ont été construits pour les Jeux olympiques de 92. Donc cette grande arène, cette grande plateforme, servira de zone d'arrivée. Je vois, il y a les tremplins. Donc ça part tout en haut de la montagne et ça descend en bas jusqu'au tremplin, 1000 mètres de dénivelé.
Donc ça va être un vrai challenge. Et encore une Ça fois, fait loin de là-haut, parce que moi j'ai skié un petit peu là-haut. Il y a du téléphérique et après on descend jusqu'au tremplin. Il y a un dénivelé énorme et ça en fera une des pistes les plus challenging du circuit, c'est certain. Alors, Martine Collier évoquait les commémorations à Grenoble du 50e anniversaire des Jeux Olympiques. Nous aussi, on a eu notre temps fort dans la capitale des Alpes avec le retour des médaillés olympiques. Ils sont venus directement de Corée à Grenoble sans passer par la Case Paris. Ils ont été accueillis par un nombreux public au summum. Ça aussi, c'était un peu une innovation, Michel Villon. C'était prévu. On voit descendre du bus. On l'avait organisé avec le comité olympique. Effectivement, c'était la façon des athlètes de commémorer les 50 ans de Grenoble 68. Donc, petit souci, parce qu'on est resté 4 heures dans l'espace aérien de Moldavie. On ne pouvait pas passer la frontière, donc on a failli revenir à Séoul, mais après 4 heures et une escale à Prague pour faire le plein de carburant. On est arrivé à 4 heures de retard, mais je crois que c'était une belle fête, que les champions olympiques et les médailles olympiques tous là puissent être à Grenoble, à Alpe Expo, pour célébrer ce retour. C'était trop le bazar dans l'avion, parce que moi je me souviens d'un avion affrété au retour de l'île Hammer. Ça avait là sûrement. Je sais qu'on avait bien fait la fête dans l'avion, parce qu'il n'y avait que nous en fait. Dans le ski, on est très sérieux, on ne fait pas de fête. Mais d'autant plus que là, la plupart d'entre eux repartaient en compétition en Coupe du Monde 2-3 jours après, donc ça avait été très très sérieux. Les dirigeants ont bu un petit coup quand même, mais que les dirigeants. Voilà. On voit Alexis Peinture, très sérieux effectivement Alexis. Une soirée orchestrée par Télégrenoble ce jour-là. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, beaucoup d'Isérois. Martine, vous y étiez. Et d'ailleurs, on avait sur cette scène plusieurs athlètes isérois qui sont venus avec des médailles. On voit Martin Fourcade évidemment, mais alors, il n'est pas isérois, Martin. On il vit chez beaucoup, nous, mais c'est vrai qu'il a... On l'a formé, mais bon. Il s'entraîne pas loin. Il vit à Villars depuis des années, mais c'est vrai qu'il a une autre casquette. Non, mais on était heureux, puis on était heureux aussi que les spectateurs aient attendu, parce qu'avec les 4 heures de retard, on avait quelques inquiétudes, mais vous avez animé tout ça très très bien. Et c'est vrai que ça a été un fabuleux moment, et les Grenoblois étaient ravis de voir nos champions arriver là, avec du retard, mais avec leurs médailles. Avec Anaïs, avec Marie, voilà, c'était fabuleux. Marie Dorin, qui est la 3e iséroise championne olympique. Il y a eu Carole Montillet, il y a eu Isabelle Blanc, et puis maintenant il y a Marie Dorin en biathlon. Le biathlon qui pique un peu la vedette au ski alpin depuis quelques années, Michel. Il dit non. Mais... Non, mais le biathlon a fait un énorme bond en avant, et médiatiquement, effectivement, c'est souvent mieux que le ski alpin. Le ski alpin, il faut quand même dire clairement les choses, c'est 90% de l'activité de notre fédération en termes de résultats, mais aussi en termes de licenciés, de partenaires, voilà, d'économie. Mais le biathlon, avec les bons résultats qu'il y a, et puis c'est un format très très télégénique. Le fait aussi que ça passe sur des chaînes maintenant, des chaînes TNT, sur l'équipe TV, fait que le biathlon devient très populaire et c'est tant mieux. On en fait une 2e discipline ou une 3e discipline majeure. Je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'effectivement, moi je suis allé en Corée, je suis allé voir une compète de biathlon. En fait, c'est encore plus spectaculaire en live que télégénique finalement. Alors c'est vrai que le ski alpin, c'était bien quand on vivait la descente, tout ça, on avait le chronomètre, voilà. Mais quand on voit que l'arrivée, parce que quand on est spectateur, finalement on voit que l'arrivée, on voit pas trop ce qui se passe pendant la course, où on regarde sur un écran de télé, on est peut-être mieux chez soi que dehors. Le ski alpin, c'est un contre-la-montre. Alors que le biathlon, il y a une ambiance de folie, on voit le coureur. Oui, c'est plus simple à comprendre, on va dire, pour le... on les voit passer plusieurs fois devant nous. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est là pour les encourager, alors que quand on arrive, qu'on voit le skieur descendre ou finir son slalom, on l'applaudit que 3 secondes. Si on n'avait que des contre-la-montre, ça serait pas très passionnant. Donc le ski alpin a ces limites-là. Ces limites-là, et on est en train de les gommer un petit peu avec l'arrivée des slaloms parallèles, donc combat d'homme à homme. Ce que le biathlon fait très bien, encore une fois, avec tout le drame qui se passe sur le dernier tir, quand le fille qui est en tête rate sa dernière balle, et ça remet tout en cause. Et c'est ce côté un peu dramatique qui intéresse, je crois, les spectateurs et les téléspectateurs. Alors, le relais mixte que j'ai eu, là, où Martin, derrière, il rattrape un peu le retard et tout ça, c'était un truc de malade. J'ai adoré, moi, j'ai adoré. Alors c'est vrai que là, en ce moment, ils sont à peu près tous en vacances, les athlètes. La saison va redémarrer petit à petit. Enfin, je dis en vacances, pas tous. Regardez, il y a quelques jours, c'était dans le Nord-Isère, dans les Champs-Barans. Là, c'est une partie de votre équipe de France, Michel Villon, qui... Voilà, c'est une partie de l'équipe de France. Donc certains sont militaires, donc ils sont engagés, ils sont militaires de carrière. Donc certains, je pense à Tessa Vorley, je pense à Simon Fourcade. Simon, on le voit sortir là de l'eau, il faut joie. Elle est là, Tessa avec son FAMAS. Tessa avec le FAMAS, on est bien d'accord. Donc voilà, ça c'est une bonne patrouille là qui fait
Donc du coup, chaque année, effectivement, il y a une petite mise en situation par l'armée qui les met à l'épreuve. Je regrette pas de faire partie de la Fédération française des sports de glace, moi, hein, parce que c'est ça l'entraînement. Non, mais on a la chance d'avoir des douaniers, on a la chance d'avoir des gendarmes, des gens sur contrat militaire. Donc, ils se laissent pas faire, les skieurs, et les skieuses notamment. Regarde, là, hein, il faut pas la chercher. Un petit coup de pied par-ci par-là, et voilà. Non, mais c'est effectivement chaque année ces stages de mise en situation qui sont toujours. Il lui avait fait un compliment ou quoi là? Je sais pas. Je pense que ça devait faire partie de l'exercice. Il y avait à la fois de la survie et du combat. Bon, ils sont tous revenus Quand ils reviennent souvent en bonne santé, mais surtout ils ont bien rigolé. Surtout, chaque fois qu'ils reviennent de ces stages en situation, c'est toujours des bons souvenirs pour eux. Bon, après la magie des JO, on va finir cette émission avec une autre magie, une magie tout court, celle de Kevin Micou. Alors Kevin, c'est un habitué du plateau de Si on parlait, il vient très régulièrement. La dernière fois qu'on l'avait accueilli, il avait un titre, ou même deux de moins à son palmarès. Exactement, un double titre à moins. J'étais venu en tout cas parler de la sélection au championnat du monde. Entre-temps, il y a eu la finale des championnats de France, et avec la bonne nouvelle d'avoir décroché le titre de double champion de France, WCOPA 2018. Alors pourquoi double, on en parlait tout à l'heure, pourquoi double titre? Dans la compétition WCOPA, il y a un titre par catégorie. En l'occurrence, moi j'ai eu la médaille d'or dans ma catégorie, qui est la catégorie variété. Et il y a aussi une coupe toute catégorie, qui mélange toutes les catégories, que j'ai aussi obtenue. C'est ce qui fait que j'ai eu le double titre au championnat de France. Ça fait de moi, comme l'intitulé le dit, double champion de France. Comme ça vous fait un point commun avec Philippe qui a 2 médailles olympiques. C'est très flatteur. Ravi. Mais... Ça marche comment un championnat de France de magie? Tout le monde a le même tour à faire et c'est le meilleur? Il y a des juges. Là, pour le coup, c'était jugé. Attention. dans la merde. La spécialité de WCOPA, c'est que c'est un concours américain. On en avait parlé quand on était venu. Ça a été créé par le créateur de Miss Univers. C'est un concours qui réunit 62 pays, 1500 candidats du monde entier. Et même sur la partie championnat de France, c'est un peu le même système. C'est que c'est un concours qui est très axé spectacle dans le sens télé. Donc tous les gens du jury étaient des gens de la télé. Il y avait notamment Maxime que tu avais reçu ici en tout cas de Danse avec les stars. Il y avait des gens de C8, de TF1. C'était présenté par Alex Good qui présentait anciennement La France a un incroyable talent sur M6. Donc c'est vraiment tout ce noyau télévisé, et le jury était des professionnels de ce monde-là. Un cahier des charges particulier, j'imagine qu'on ne fait pas son spectacle. Alors, chaque magicien ne fait pas 1 heure de spectacle, sinon on s'en sort plus. Moi, en ce qui me concerne, dans la catégorie où les magiciens sont regroupés, c'est 1 minute. Enfin, en tout cas, tous les candidats, c'est 1 minute. Pour nous, c'est particulièrement compliqué parce que 1 minute, c'est à peine le temps. Alors, je sais que tu as vu mon spectacle plusieurs fois, tu sais comment ça se passe. J'ai à peine le temps de faire monter quelqu'un sur scène. C'est ça. Donc, c'est un concours, encore une fois, très américain, qui est très ancré sur le show, sur la mise en scène, sur tout ça. Il faut aller très vite, très fort, et du coup, le format d'1 minute est très, très compliqué. Ouais. Vous avez réussi puisque Kevin ramène le titre national à Grenoble, et le titre international, ça va être cet été. Hein. Ça se passe du 6 au 15 juillet à Hollywood. Donc là, on part. Alors bien sûr, on y va pour gagner des médailles, comme j'imagine tous les compétiteurs qui partent à une compétition. Par contre, effectivement, comme je disais tout à l'heure, là, c'est une très très grosse envergure. C'est beaucoup de pays, des pays qu'on ne connaît pas. Je sais que sur l'année dernière, les 3 premiers pays, c'était Philippines, Malaisie, Afrique du Sud. C'est des pays qu'on connaît très peu culturellement. Donc c'est très très dur d'aller affronter, enfin j'imagine que vous vous reconnaissez là-dedans, mais d'aller affronter des gens qu'on ne connaît pas, des cultures qu'on ne connaît pas. À Hollywood. Long Beach, ouais. Il a peut-être quelques contacts là-bas. Quelle date Voilà, j'ai trouvé mon compagnon de route. Du 6 au 15 juillet. 6 au 15 juillet. Non, parce que c'est un événement qui, à mon avis, vaut le coup d'être vu. Ah bah là, je vous garantis, la finale de l'année dernière est en libre accès sur YouTube. Et si tu veux m'accompagner pour voir la finale de cette année, me porter chance, et si tu as 2-3 contacts dans le jury là-bas, ça peut être sympa. Dans la magie, je suis pas très bon. Mais bon. Tu as fait des thunes, hein, tu gagnes ta vie avec ça, comment ça se passe? Avec le concours ou de manière générale? C'était un professionnel. Alors c'est mon métier à plein temps. C'est mon métier à plein temps. J'en vis. Alors je pratique depuis une dizaine d'années. C'est mon métier à temps complet depuis 3 ans. Je vis essentiellement des prestations d'entreprise. C'est le gros de mon activité. Et à côté de ça, j'ai mon spectacle que je produis dans les grandes salles. Le mois de juin, j'ai 2 grosses dates à Grenoble, au passage. J'étais hier soir à Paris. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris le TGV ensemble. Le hasard a fait qu'on avait le même TGV. Je dis le hasard, mais c'est de la magie. Tu le sais très bien. Non, la magie, c'est que le train était à l'heure. C'est ça. Alors ça, c'est un sacré tour de magie. C'était génial. C'est un sacré tour de magie, ça. Quand je suis dans le train, ça se passe mieux. Ouais. On part demain, non? Parce que je reprends. Et on va le reprendre ensemble. La tradition, quand Kevin vient sur le plateau, c'est qu'il fasse un tour à nos invités. Alors là... Il nous a fait une petite démo là tout à l'heure. Il est excellent, ce gars. Hein. Justement, la démo était tellement bonne qu'on s'est dit, a priori, ça sert à rien de lui demander de refaire la même chose. On va regarder. C'était dans les loges il y a quelques minutes, comme ça, pris sur le vif. Eh ben, allons-y. En
fait, ce que je vais vous présenter, c'est intéressant parce que c'est un tour que Philippe m'a inspiré, même que Philippe sait faire, parce que Philippe est magicien. Ah oui. Mais il le sait. Oui, je ne savais pas. Voilà, c'est qu'il ne le sait très pas bien. encore, et c'est ça qui est bien. Je suis venu juste avec un paquet de cartes, d'accord? Et je suis venu aussi avec un stylo que je te prête. Jusque-là, tout va bien. Alors bien sûr, on va mélanger les cartes pour être sûr que dans la poche. tout soit réglo. Mais tu vas m'en faire une belle dédicace. Tu vas comprendre pourquoi, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la carte que tu vas choisir, tu vas la signer. Alors, est-ce que tu pourrais me dire stop quand tu veux? Stop. Ici. Alors, la carte choisie, on va la découvrir ensemble. C'est un 3 de carreau. Jusque-là, tout va bien. Et j'aimerais que tu la signes pour qu'on soit bien sûr que c'est ta carte. Allez. Je sais. Je suis en train de faire un joli placement. Merci beaucoup. Je te récupère le stylo et je vais te demander si tu veux bien de me tendre la main. Alors, je vous fais d'abord ma version du tour et après Philippe vous fera la sienne. Regardez bien. En fait, quand on retourne une carte qui a été choisie et signée, on peut la poser sur sa main. On peut même poser tout le paquet par-dessus. Et normalement, juste en faisant ça, Elle remonte au-dessus. exactement, elle Ah remonte ouais. sur le dessus. Ce qui veut dire bien sûr qu'elle est plus en dessous. Mais non, moi, il y en a une deuxième. Alors, il y a un et deuxième non, 3 de carreau. Parce hein. qu'elle est signée, c'est exactement Ça, c'est pour ce ça que que je la fais quand fais je joue au signer. poker. Il me semblait bien. Alors je vous la refais plus doucement. Parce que vous n'aurez pas la chance de voir le ralenti comme les téléspectateurs. Alors on va la remettre à peu près au milieu. Alors je dis bien à peu près. Et on va juste une fois de plus claquer des doigts. Et normalement, si on claque des doigts, la carte elle remonte encore sur le dessus. Incroyable. Alors vous savez que j'ai pas le droit de vous expliquer mes secrets, mais j'ai le droit de vous donner un petit indice. Le petit indice, c'est que quand vous retournez une carte, peu importe laquelle c'est, et que vous la glissez dans le paquet, il faut toujours la laisser un tout petit peu déplacer. Comme ça, elle nous fait une Philippe Candeloro. Elle glisse. Regardez, elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle remonte quasiment toute seule. Et pour la faire remonter plus haut, il suffit de secouer plus fort. Et là, elle remonte, regardez bien, dans ma bouche. Il nous a eu. Avec la signature, bien sûr, sinon c'est beaucoup trop facile. Alors, on va essayer de faire encore plus fort. C'est Philippe qui va vous le faire. Il va vous faire sa version. Et dans la version de Philippe, il laisse le 3 de carreau face en l'air, face visible. Est-ce que tu peux me retendre la main, Philippe? Je te donne le paquet entier avec le 3 de carreau. Pose l'autre main par-dessus pour être sûr que je triche pas. Et regardez à quel point il est fort. Messieurs, dames, 3, 2, 1. Philippe Candeloro n'a pas bougé le 3 de carreau. Mais par contre, il a transformé toutes les autres cartes en glace. Je te laisse vérifier. La vache. En un bloc de glace. Bravo Philippe, on peut l'applaudir. Putain, mais comment il a Parce qu'il fait, ça ça tout seul. Bravo. Hein. Champion. Merci. Merci. Putain, donne-moi ton pouvoir. Laisse-moi ça. Non, mais attends, si je rentre avec la moitié de ton pouvoir à la maison, si je rentre avec la moitié du tien, je ma reste femme pas elle va me mal, faire hein, ma je veux fête dire. tous les jours. Hein. C'est vrai. Bon, l'avantage de cette rubrique, c'est qu'on a pu être focus sur Je le veux dire, tour et on voit il pas nous a- plus. Hein. Il nous a fait un coup ni vu, mi-coup nu. Voilà, ça s'applaudit. Franchement, ça s'applaudit. Non, mais sérieusement, ce qui est rageant mais surtout dans le close-up, c'est qu'en fait, là, moi, j'avais le truc sur la main, quoi. Alors, j'aurais dû voir, j'aurais dû sentir, mais je sais pas. Et même là, en revoyant, hein, on sait bien ce qui s'est passé, donc on peut être un peu plus. Ouais, mais on attentif, voit pas à quel moment. Mais de toute façon, c'est du boulot, la manipulation. Moi, j'avais un copain à Las Vegas, c'est pareil. Il me dit toute la journée, il manipule des cartes. Toute la journée. Ils sont là. C'est exactement ce que je fais. Ouais. C'est une passion, j'imagine, comme la tienne aussi, mais qui est maladive. Moi, par exemple, quand je conduis et que je prends le ticket de péage, je fais pas comme tout le monde. Hop, je fais un tour. Je ne mets pas derrière le pare-soleil, il glisse entre mes doigts et tout. Voilà, quand je me fais arrêter par un Je flic. travaille là-dessus, mais ça va Travaille venir. là-dessus, Ouais, comme je vais ça, travailler. Bon, bah, un tour qui nous laisse pas de glace en tout cas. Merci Kevin. Moi aussi, j'essaye de faire des jeux de mots comme Philippe. Hein. C'est pas mal. Je suis un petit joueur, mais bon, ça viendra. Merci en tout cas à tous les quatre. Bonne continuation, bonne chance, Kevin, pour le niveau international. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.